Bonjour, je m'appelle Rokhaya Diallo, je suis journaliste, autrice et réalisatrice. Je suis née et j'ai grandi à Paris. Mes parents venaient du Sénégal. Voilà, j'ai passé toute mon enfance à Paris. C'était une enfance assez paisible, dans un quartier populaire où les enfants d'immigrés étaient assez nombreux, mais il y avait aussi des enfants dont les parents et les grands-parents étaient français et blancs. Donc cette multiplicité d'appartenance identitaire a toujours été la norme autour de moi. J'ai eu cette grande chance. Et j'étais une enfant assez paisible, bonne élève, une personne qui se faisait pas remarquer, assez discrète et réservée. Voilà. Alors mes parents appartenaient à la classe ouvrière, donc avaient des métiers plutôt modestes. Pour autant, ils avaient de grandes ambitions pour leurs enfants, donc pour mon frère et moi. Et donc c'est vrai que j'ai toujours été élevée, malgré le fait qu'ils n'aient pas eu accès aux études supérieures, j'ai été élevée avec la certitude que moi j'allais faire des études supérieures. Donc ça c'était assez évident depuis toujours. Il y avait vraiment une idée de la continuité en fait de la scolarité au-delà du lycée. De la continuation de la scolarité au-delà du lycée et donc assez strict, c'est-à-dire que déjà par rapport à l'éducation, la transmission de la culture et des valeurs, mes parents sont musulmans, donc tout petit on a pris des cours d'arabe, on allait prendre des cours d'études coraniques à la mosquée, etc. On faisait les prières, enfin très vite on nous a inculqué en fait ces valeurs religieuses, mais à la fois de solidarité, d'amour des autres, d'entretien des liens familiaux. C'était très important. On avait vraiment une petite communauté sénégalaise qui était très présente chez nous à Paris, qui venait tous les vendredis prendre ce qu'on appelle la taïa, donc le thé du vendredi, et ça c'était vraiment quelque chose de très présent. Donc les liens familiaux, on a compris que c'était très important, et en même temps on avait des parents qui nous faisaient un peu peur, quoi. C'est-à-dire que on faisait pas de bêtises parce que franchement, en particulier ma mère, elle ne laissait rien passer. C'est-à-dire que c'est pas qu'elle était désagréable, mais elle était sévère. On savait que les mauvaises notes, les comportements un peu déviants, etc., c'était impossible. C'était impossible parce qu'on avait des parents qui nous avaient bien fait comprendre qu'il n'y avait pas vraiment de place pour la fantaisie. Il y a deux choses dans mon parcours, c'est que j'ai toujours été intéressée par la création artistique, en particulier par les séries d'animation, les séries. J'ai toujours, aussi loin que je me souvienne, de regarder des séries. C'est vrai que c'est maintenant un peu une norme sociale et sociétale, mais ça a toujours été mon cas. Des séries d'animation japonaises, des séries américaines, ça a toujours été dans mon bain culturel. Donc professionnellement, c'est venu un peu tard, mais moi j'ai commencé par faire des études de droit, et ensuite j'ai fait une école de commerce, et puis après je suis repartie à l'université, à la Sorbonne, pour faire des études en marketing et distribution dans l'industrie audiovisuelle, parce que j'ai compris que le dessin animé était une industrie et qu'on pouvait travailler dans cette industrie. Donc moi j'ai travaillé effectivement dans l'industrie de l'animation pendant plusieurs années. Parallèlement à mes études, puis à mes premières années de vie professionnelle, j'étais assez engagée donc dans toutes les questions d'abord d'altermondialisme, donc les rapports Nord-Sud, la question de la dette en Afrique, et notamment c'est des questions auxquelles j'étais sensibilisée grâce au travail de Aminata Dramane Traoré, l'ancienne ministre de la Culture au Mali, mais aussi Naomi Klein, la journaliste canadienne qui avait écrit nos logos sur les entreprises qui exploitaient en fait les travailleurs à l'autre bout du monde par rapport à nous. Et puis donc j'ai intégré Attac, et puis par la suite et parallèlement j'ai intégré des associations féministes aussi, parce que ayant un peu exploré la sociologie au lycée, j'avais compris les inégalités, les discriminations au travail des femmes. Ça m'intéressait beaucoup. Et puis l'antiracisme finalement c'est venu assez tard, alors que j'étais une femme noire musulmane, avec tous les débats médiatiques autour du foulard des femmes musulmanes, et puis les révoltes qui ont éclaté dans les différentes banlieues suite aux violences policières. Donc j'ai créé une association qui s'appelait Les Indivisibles, dont le nom était inspiré de la Constitution française, qui dit que la France est une république indivisible. Et puis, et en fait, on a eu très vite beaucoup de visibilité. On a créé une cérémonie qui s'appelait les Yabon Awards, où on décernait des trophées aux propos les plus racistes de l'année. Et en fait, évidemment, les lauréats n'étaient pas contents, mais nous, on était très amusés. C'était une manière de retourner, en fait, de se réapproprier le narratif et de name and shame, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de nommer les personnes qui étaient responsables de propos racistes, et puis de leur faire honte en les ridiculisant et en rigolant.
Et donc ça a donné beaucoup de visibilité à l'association, dont j'étais la présidente et la porte-parole, donc j'ai été très très vite médiatisée. Et suite à une de mes interventions, on m'a demandé d'intégrer une émission de télévision, et c'est comme ça que j'ai commencé le journalisme, sans le savoir, sans savoir que ça allait devenir ma profession. Et voilà, au fil du temps, il se trouve que je ne suis pas devenue une chroniqueuse classique, dans le sens où je me suis pas contentée de chroniquer, mais vraiment j'ai pris des positions publiques sur les débats nationaux, et du coup ça a fait de moi une espèce de personnalité un peu hybride, qui était à la fois chroniqueuse, mais en même temps qui prenait part au débat public, qui parfois imposait des thèmes qui n'en étaient pas et qui en devenaient, et donc qui créait la controverse. Et j'ai commencé à faire des documentaires, j'ai écrit plusieurs livres, donc mon premier livre en 2011, et depuis j'en ai écrit une dizaine, donc sous plusieurs formes, parfois en collaboration, donc des bandes dessinées, un livre de photos qui s'appelle Afro, des choses comme ça, et voilà. Alors j'ai publié un livre en 2019, en mars 2019, qui s'appelait « Ne reste pas à ta place », et le sous-titre était « Comment arriver là où personne ne vous attendait ». Et c'est un livre qui est plutôt dans une dynamique de développement personnel, hein, mais avec toutes les réserves qu'on peut mettre autour de ça, un peu autobiographique, mais qui pour moi était surtout un livre politique. C'était une manière de dire que d'une certaine manière ma trajectoire déjoue en fait toutes les prédictions de la sociologie. Je suis une fille des quartiers populaires, mes parents sont nés pendant la colonisation, donc avec un statut d'indigène. Ils sont immigrés en France, voilà. Et je suis une femme, je suis noire, nous sommes musulmans, donc a priori j'avais pas toutes les cartes de mon côté en main, et pourtant je suis devenue journaliste assez visible dans mon pays, une des rares femmes noires à prendre la parole de manière régulière sur le féminisme et l'antiracisme, tout en étant journaliste, donc de manière visible en fait, parce que d'autres le font évidemment, mais dans des espaces souvent différents de ceux dans lesquels je m'exprime. Et donc je voulais raconter ça, mais sans dire quand on veut on peut. Moi mon propos n'est pas libéral, c'est pas un propos sur la méritocratie, il s'agit pas de célébrer mon parcours en disant voilà c'est super, j'ai fait des trucs incroyables. Je voulais expliquer comment ça m'était arrivé pour plein de raisons, plein de circonstances favorables en fait à mon émergence publique. Et en même temps célébrer en fait ces petites victoires qu'on peut avoir quand on appartient à des groupes qui sont pas censés gagner, et dire que tous à notre échelle, tous et toutes, parfois on rencontre des faits inattendus qui nous permettent de gagner, de remporter des petites victoires, et c'était un peu ce que je voulais dire. Mais vraiment il s'agissait pas de dire que j'avais tout réussi toute seule, que je m'étais faite toute seule, parce que je pense qu'on se fait jamais seule. Je crois beaucoup au collectif, je crois beaucoup à la structure familiale pour ce qui me concerne, et je pense que je suis quand même le produit d'une histoire, et c'est cette histoire qui m'a permis d'être là. Il y a un héritage, que ce soit celui des luttes antiracistes ou des luttes féministes, qui me permet aussi d'être là aujourd'hui, et voilà, c'est tout ce que je voulais raconter, mais d'une manière quand même assez encourageante. C'est vraiment le livre, c'est un livre que j'ai écrit pour donner des clés, pour transmettre aux générations les plus jeunes, pour leur permettre de gagner le temps que j'ai pu perdre. Et vraiment il y avait un objectif de transmission, pour donner des clés, parce que moi j'ai appris parfois dans la douleur, et voilà, je voulais dire à des gens que il y a des erreurs que j'ai faites que vous n'êtes pas obligés de faire, donc voilà comment il faut le faire. En fait, j'ai presque envie, sans vouloir faire une auto-promo un peu prétentieuse, mais d'inviter les gens à lire ce livre, parce que j'ai justement toute une partie sur l'échec en fait, sur le fait de savoir échouer. Parfois pour réussir il faut échouer, et des échecs j'en ai connus, et ce livre c'est pas, effectivement je parlais de ces petites victoires, mais c'est aussi les victoires qui sont issues d'échecs, et comment les échecs en fait m'ont construite. Je suis le produit de ces échecs là aussi, qui d'une certaine manière m'ont transformée, m'ont fait reconsidérer certaines choses, et je pense que savoir échouer c'est une qualité en fait, que souvent on réussit pas du premier coup. Il y a plein de gens qu'on admire aujourd'hui qui sont là aussi parce qu'ils se sont cassés les dents, parfois très brutalement. Donc moi j'ai connu énormément de déconvenues, des polémiques, j'y fais face régulièrement. C'est douloureux, c'est traumatisant, ça remet en question, ça bouleverse, mais c'est comme des cicatrices en fait. Après ça fait partie de nous, c'est-à-dire une cicatrice maintenant, une cicatrice que j'ai, elles font partie de mon corps, elles sont visibles, mais elles m'ont transformée, et ce que je suis aujourd'hui c'est le fruit de tout ce que j'ai expérimenté, de positif comme de négatif. Donc pour moi l'échec c'est pas du tout un tabou, c'est au contraire une contribution à la personnalité, à la personne que l'on est aujourd'hui. Moi je pense qu'il y a un vrai problème de violence systémique en France, des violences sexistes, patriarcales, et des violences racistes. Elles sont systémiques, donc elles sont aussi le fait des institutions,
On peut parler des violences policières, du fait que quand on est en France hexagonale, quand on est un jeune homme perçu comme étant noir ou arabe, on a 20 fois plus de risques d'être contrôlé par la police que le reste de la population. Donc les contrôles n'aboutissent pas nécessairement à les violences, mais les contrôles injustifiés sont des violences. Et ça veut dire que on est moins tranquille parce qu'on a une apparence qui n'est pas celle qu'on associe à des gens qui ne sont pas menaçants, qui ne sont pas potentiellement des coupables ou des délinquants. Donc c'est un fait que la plupart des personnes qui meurent entre les mains de la police sont des jeunes hommes issus de quartiers populaires, d'origine maghrébine ou considérés et perçus comme noirs. Donc ça, c'est aussi factuel. Et puis il y a des gens, je pense à Adama Traoré, mais il y en a d'autres, hein, Amadou Koumé, Lamine Dieng, Shawa Yaoliu, Angelo, voilà des gens qui sont des jeunes hommes asiatiques, noirs, arabes, roms, qui sont morts entre les mains de la police et dont les familles continuent à se battre en fait pour savoir ce qui s'est passé et qui n'ont pas eu de réponse. La famille de Lamine Dieng a été indemnisée par l'État français. L'État français a été condamné lui-même à plusieurs reprises par ses propres cours, donc la Cour d'appel de Paris en juin dernier, la Cour de cassation en 2016. Pour faute lourde, suite à des contrôles au faciès, suite à des brutalités. La dernière fois qu'elle a été condamnée, donc que l'État a été condamné en juin, c'était sur 3 adolescents qui rentraient d'un voyage scolaire. Donc ça, ce sont des faits qui sont avérés, qui sont documentés, qui sont dénoncés par Amnesty International, par les Nations Unies, par Human Rights Watch, par plein d'institutions ou d'organisations humanitaires internationales. La France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits humains. Pour autant, il n'y a pas de politique aujourd'hui qui vise à mettre fin aux violences policières. Parce qu'au-delà, il y a les violences policières racistes, mais il y a les violences policières de manière générale. Un régime sécuritaire qui est alimenté par de nouvelles lois, la loi de sécurité globale, la loi sur le séparatisme. Le mouvement des Gilets jaunes a donné lieu à d'incroyables exactions. Des gens ont perdu des yeux, ont perdu des mains. Et là, c'était pas uniquement racial, c'est vraiment la contestation sociale qui devient criminalisée. Et il y a un problème. Sur les violences de genre, oui, évidemment, il y a un problème. Il y a un viol en France toutes les 7 minutes. Il y a une femme qui meurt tous les 2 ou 3 jours sous les coups d'un homme qui, dans l'écrasante majorité des cas, est son compagnon ou son ex-compagnon. Et il n'y a pas vraiment de politique efficace qui soit mise en œuvre pour mettre fin à ces violences qui sont peu reconnues. Les violences sexuelles, on commence vraiment à en parler sérieusement. Les questions de consentement sont très très nouvelles dans le débat public. Et puis souvent, les hommes violents en fait ne sont pas éloignés de leurs potentielles victimes. Donc on a vu des hommes signaler, des femmes qui ont alerté les forces de l'ordre et qui se retrouvaient malgré tout tuées par des personnes qui avaient été identifiées comme dangereuses. Donc ça, c'est un problème, un vrai problème, un problème majeur qu'il faut mettre en œuvre, dont il faut mettre en œuvre en fait, contre lesquels il faut mettre en œuvre des politiques véritablement dissuasives. Et après, sur les questions de l'héritage colonial et sa présence, son omniprésence en fait dans les rues, pour moi, c'est un débat qui va au-delà de l'histoire, c'est-à-dire qu'il faut questionner effectivement le pourquoi de certains symboles, les symboles d'hommes, des colons, des esclavagistes qui sont érigés en héros alors qu'ils ont été des bourreaux. Et donc moi je crois que c'est important que sur le plan national on puisse s'accorder sur des héros qui sont des héros pour tout le monde, qui ne soient pas des personnes qui ont été à l'œuvre de crimes contre l'humanité et dont on va en fait effacer cette partie-là pour dire non mais quand même c'était un très grand comptable, il a créé la comptabilité publique, pour citer par exemple Colbert, alors que on ne célébrerait pas le maréchal Pétain comme un héros de guerre parce que il a participé à un génocide. Donc on comprend bien que tous ces faits d'armes à Verdun sont complètement annulés par ce dans quoi il s'est illustré dans la collaboration avec l'Allemagne nazie. Donc je crois oui que cette question de déboulonner les statues, c'est une vraie question et je pense que c'est une manière d'interpeller de manière vigoureuse l'État français sur sa capacité à célébrer des héros dans lesquels tout le monde se reconnaisse. Quand même, il y a un nombre de femmes sur les noms de rue, je crois qu'il y a 2% de noms de femmes. Je pense qu'on peut trouver des femmes quand même qui n'ont pas participé à la colonisation, à l'esclavagisme, qu'on pourrait célébrer. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on se pose et qu'on se dise bon, ok, on va essayer d'honorer tout le monde et de ne pas trouver des noms de personnes qui soient des tortionnaires, des colons, des esclavagistes et qui injurient la mémoire d'une partie de tout le monde en fait. Je pense que ça injurie tout le monde en fait. Si on est vraiment la France qui a dans son préambule, dans le préambule de la Constitution, la Déclaration de l'homme et du citoyen de 1989, on ne peut pas célébrer les oppresseurs. Moi je me sens très bien en Guadeloupe. C'est très curieux parce que je suis venue ici pour la première fois en 2015
et j'ai tout de suite senti comme un cousinage en fait. C'est très étrange, mais déjà je me suis toujours sentie très très accueillie lorsque je suis venue pour la première fois. Je sais pas, en fait j'étais venue pour présenter mon documentaire Les Marches de la Liberté dans le cadre du FEMI, le festival du film, et en fait il a gagné un prix, le prix du meilleur documentaire francophone. Donc en fait ma première venue, ça a été vraiment une mise à l'honneur de mon travail. C'était mon premier documentaire et qu'il ait été primé, ça a été un très très grand moment. Et à chaque fois que je viens, je sens une connexion, j'éprouve un très très grand intérêt pour les problématiques locales, et ouais, je me sens solidaire, et j'ai vraiment à cœur d'être à l'écoute des gens ici, de pouvoir en parler dans le cadre de mon travail, de pouvoir, dans la limite de de mes petites possibilités, mais vraiment de pouvoir relayer en fait ce qui se dit ici, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de considération dans les médias nationaux pour ce qui se passe dans les territoires qui sont dits d'outre-mer. Donc voilà, mais je me sens vraiment liée, accueillie, bienvenue, et j'espère que j'aurai l'occasion de revenir régulièrement ici.